Je suis arrivée à cette réunion de famille avec ce même mélange de résignation et de colère rentrée. Vous connaissez cette sensation? Quand vous savez déjà que vous allez vous faire rabaisser, mais que vous y allez quand même, parce que, c'est la famille. L'été battait son plein, les rires fusaient dans le jardin, les enfants couraient partout, et moi, j'étais là, en robe simple, un peu stressée, mon sac à l'épaule, mon sourire vissé au visage. Et comme, chaque année, elle m'attendait. Ma cousine Léa, médecin, parfaite, brillante, fière de l'être, toujours prête à rappeler qu'elle était au sommet. Et moi, une simple infirmière. C'est comme ça qu'elle me voyait. Pas comme une femme, pas comme une professionnelle de santé, non. Comme une sous-catégorie d'humaine. À peine arrivée, elle m'a repérée. Sa voix a retenti plus fort que nécessaire, juste assez pour que les autres entendent « Ah tiens, voilà notre infirmière nationale. Tu fais encore des piqûres ou t'as enfin décidé de faire de grandes choses ?» Rire. Quelques-uns étouffés, d'autres gênés. Moi, j'ai souri. Le genre de sourire qu'on apprend à maîtriser, celui qui cache l'humiliation comme un pansement sur une plaie encore ouverte. Je suis allée directement vers la table des boissons. Un bon verre de vin rouge, c'est tout ce qu'il me fallait pour supporter les 3 prochaines heures. En arrière-plan, je l'entendais déjà se vanter de son nouveau cabinet privé, de ses patients, de prestige, de ses journées à 200 à l'heure. Elle aimait ça, le feu des projecteurs. Et moi, j'étais l'arrière-plan flou sur sa photo de réussite. Mais ce que Léa ne savait pas, c'est que j'avais changé. Pas dans les apparences. J'avais toujours l'air d'être juste, claire, l'infirmière, celle qui écoute, qui sert, qui reste discrète. Mais en moi, il y avait un volcan en sommeil. 15 ans de remarques, acides, de piques déguisés, de sourires hypocrites. 15 ans à me dire que je ne serais jamais à sa hauteur. Mais ce soir-là, alors que je portais mon verre à mes lèvres, je me suis demandé « Pourquoi est-ce que je continue à accepter ça ?» J'ai tourné la tête. Elle me regardait, toujours avec ce même air supérieur. Et moi, j'ai eu ce petit sourire. Un tout petit rictus, comme une promesse silencieuse. « Tu ne sais pas, n'est-ce pas ?» Cette phrase m'a traversé l'esprit. À ce moment précis, elle ne savait rien. Elle ne savait pas ce que je préparais. Elle ne savait pas ce que j'étais en train de devenir. Et surtout, elle ne savait pas que son règne de mépris était sur le point de s'effondrer. Mais pour l'instant, j'ai bu mon vin. En silence. Parce que les meilleures vengeances ne se crient pas. Elles se construisent. Lentement. Et la mienne venait juste de commencer. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce moment où quelque chose se réveille en vous. Une sorte de déclic, un point de non-retour. Ce jour-là, après la énième humiliation subtile de Léa, j'ai senti que c'était fini. Fini de sourire, pour faire bonne figure. Fini de laisser passer sous prétexte que c'est la famille. Fini de me laisser définir par quelqu'un d'autre. Parce que moi aussi, j'avais des rêves. Et j'étais prête à les réaliser, même si je devais le faire dans l'ombre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé droit dans la page blanche qui s'affichait à l'écran. J'avais 32 ans, 10 ans d'expérience dans les services hospitaliers les plus exigeants et surtout une frustration immense. Mais aussi une passion brûlante. J'avais toujours été fascinée par la santé mentale, par la relation humaine, par l'écoute profonde. J'avais l'impression que notre métier d'infirmière était souvent résumé à faire des prises de sang, alors que moi je voulais aller plus loin. Beaucoup plus loin. C'est là que j'ai découvert la formation en ligne qui allait tout changer. Un master en psychotraumatologie à distance, accrédité, sérieux, mais surtout, possible à suivre sans quitter mon poste. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mes parents. Je voulais que ce soit à moi, mon projet, mon échappatoire, ma revanche silencieuse. Les premières semaines ont été éreintantes. Je bossais la journée, je révisais le soir, je dormais peu. J'avais l'impression d'être en apnée. Mais étrangement, je me sentais vivante. Pour la première fois depuis longtemps.
Je n'étais plus juste Claire l'infirmière. J'étais une femme en mission. Et cette mission, c'était de me reconstruire. Pas pour écraser Léa. Non. Pour me redresser. Pendant ce temps-là, les réunions de famille continuaient. Tous les 6 mois, même théâtre, même dialogue. Léa qui brillait, moi qui souriais. Sauf que cette fois, je n'étais plus passive. Je l'observais, je notais. Chaque mot, chaque rictus, chaque tentative de m'écraser, je les transformais en carburant. Un jour, elle a lâché une phrase devant tout le monde, alors que je m'occupais d'un petit cousin qui s'était égratigné le genou. Tu vois, c'est ça la différence entre nous. Moi je soigne les gens, toi tu les nettoies. Un silence, léger, malaise flottant. Et moi, encore une fois j'ai souri. Mais à l'intérieur je me suis dit, continue, tu creuses ta tombe toute seule. Parce que ce qu'elle ignorait totalement, c'est que pendant qu'elle collectionnait les flatteries superficielles, moi je bâtissais lentement quelque chose de solide. Quelque chose qu'elle ne pourrait ni piétiner, ni ridiculiser. Et au fond, je le savais déjà. Un jour viendrait où le vent tournerait. Ce jour approchait. Pas encore. Mais bientôt. Très bientôt. La première fois que j'ai vu mon nom, inscrit sur un certificat universitaire, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais émotive, non. C'était un mélange de rage libérée, de fierté étouffée pendant trop longtemps, et de satisfaction pure. Le genre de satisfaction qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux, mais qu'on ressent profondément, seul, devant son écran. Ce diplôme en psychotraumatologie, je l'avais décroché en silence. Pendant que Léa brillait en public, moi, j'avais construit mon ascension dans l'ombre. Et très vite, tout s'est enchaîné. Grâce à mon réseau hospitalier, j'ai intégré une cellule de soutien psychologique pour les soignants en post-trauma. Un projet pilote, discret, mais à fort impact. On intervenait après les situations les plus dures, décès d'enfants, violences, burn-out. J'écoutais, j'accompagnais, j'aidais à reconstruire. Pour la première fois, mon rôle allait au-delà du soin physique, et j'étais douée, vraiment douée. Les retours étaient forts, profonds, authentiques. On me disait souvent « Vous avez trouvé les mots qu'on n'attendait pas », et c'est là que j'ai compris. Léa avait peut-être les diplômes et le statut, mais moi, j'avais ce que l'on ne peut pas apprendre, l'écoute, la douceur, la patience, et surtout, une vraie humanité. Mais je ne m'arrêtais pas là. J'avais soif de créer quelque chose de grand, quelque chose qui laisse une trace. Un soir, je suis tombée sur un article qui parlait du manque cruel de ressources en ligne pour les victimes de violences psychologiques. Ça m'a bouleversée. Alors j'ai décidé de lancer un podcast. Simple, anonyme. Chaque épisode abordait un thème précis. L'emprise, la manipulation familiale, la reconstruction après une relation toxique. Et j'y parlais avec mes mots, avec mon vécu, avec mes tripes. Au début, 10 écoutes. Puis 100, puis 1000, et très vite, des dizaines de milliers. Les messages affluaient. Merci. Vous mettez des mots sur ma souffrance. Grâce à vous, j'ai osé quitter mon compagnon. J'ai enfin compris que je n'étais pas folle. Je n'en revenais pas. Moi, Claire, l'infirmière, sans ambition, j'étais en train de devenir une référence. En toute discrétion. Et surtout, avec sincérité. Pas pour flatter mon ego, mais pour aider. Et pendant tout ce temps, Léa ne savait rien. Rien de mes études. Rien de mon nouveau rôle, rien de mon podcast. Elle vivait dans sa bulle dorée, persuadée d'être la seule étoile de la famille. Mais moi, je savais que l'impact que j'étais en train de créer allait bientôt devenir impossible à ignorer. Et pour la première fois, j'étais impatiente de la prochaine réunion de famille. Parce que cette fois, les rôles allaient s'inverser. Et elle n'était absolument pas prête. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air ce jour-là. C'était l'anniversaire de notre grand-mère. Une grande réunion de famille, comme on en faisait rarement. Une trentaine de personnes, du buffet froid, des enfants qui couraient partout, des rires, des anecdotes qu'on a déjà entendues 1000 fois. Mais moi, je savais que cette journée allait être différente. Parce que cette fois, j'arrivais avec quelque chose en moi.
une confiance nouvelle. Un feu qui ne demandait qu'à se montrer. Je suis entrée dans le salon, vêtue simplement, mais avec une prestance que je ne m'étais jamais autorisée. Pas de maquillage excessif, pas de talons, juste moi. Et pourtant, plusieurs regards se sont tournés, y compris celui de Léa. Elle m'a lancé son habituel sourire poli. Celui qui dit « Je vais te piétiner, mais avec élégance ». Et évidemment, 5 minutes plus tard, elle était déjà au centre de la conversation, entourée d'oncles, de tantes et même de cousins qu'elle snobe d'habitude. En tant que médecin, tu comprends, on a une pression énorme, surtout dans le service où je travaille. J'ai dû gérer 2 urgences vitales cette semaine. Et toi, Claire, toujours à prendre les tensions ? Silence. Un silence épais. Elle l'avait balancé comme une vanne. Mais l'intention derrière était claire. Humiliation publique, version soft. Mais cette fois, je n'ai pas souri. Pas vraiment. J'ai juste levé les yeux et j'ai dit calmement « En fait, je travaille en psychotraumatologie maintenant. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des soignants post-choc. Et j'anime aussi un podcast qui a dépassé les 100 000 écoutes le mois dernier. Tu devrais écouter, c'est peut-être utile dans ton service. » Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Et pour la première fois, elle n'avait rien à répondre. Une cousine plus jeune a demandé le nom du podcast. Un oncle m'a félicité. Même mon père m'a lancé un regard ému, lui qui avait toujours cru que je me contenterais de peu. Et Léa ? Elle souriait toujours, mais plus avec les yeux. Le reste de l'après-midi, j'ai vu son masque se fissurer. Elle tentait de reprendre le contrôle, de se remettre en scène, mais tout sonnait faux. Parce que cette fois, les projecteurs n'étaient plus sur elle. J'avais réussi. Pas à la ridiculiser, non. Ce n'était pas ça, mon but, mais à exister, pleinement, à briller sans forcer. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus puissant que de se tenir droite devant celle qui vous a méprisé pendant des années, et de la voir vaciller. Mais ce n'était que le début. Parce que ce que Léa allait découvrir ensuite allait lui faire tout remettre en question. Après la fameuse réunion de famille, quelque chose avait changé dans la dynamique. Ce n'était pas criant, mais subtil, comme un léger déplacement de pouvoir. Léa ne me regardait plus avec la même condescendance. Elle n'était pas méchante en apparence, mais son silence, lui, parlait pour elle. Et moi, j'avais décidé de ne plus me faire discrète. Quelques jours plus tard, je reçois une notification sur mon téléphone. Une demande de suivi sur Instagram. C'était Léa. Elle ne m'avait jamais suivie avant. Pas même liké une photo. Mais là, visiblement, elle voulait jeter un œil à ma petite vie. Je l'ai accepté, évidemment. Et j'ai attendu. Le soir même, je poste un extrait d'un épisode du podcast où je parle de la charge mentale des professionnels de santé. Rien de personnel, juste du contenu utile. 3 heures plus tard, elle le partage en story, avec un simple « tellement ». Vrai. Pas un mot, pas un tag, rien de direct, mais je savais ce que ça voulait dire. Elle avait écouté. Elle avait reconnu la qualité. Et surtout, elle venait de franchir la première étape, l'admiration silencieuse. Mais tout s'est vraiment accéléré la semaine suivante. J'étais invitée à une conférence sur la santé mentale des soignants. À Paris, salle comble. Des intervenants prestigieux, des professionnels aguerris, et moi. On m'avait demandé de parler de mon parcours, de mon podcast et de mon approche, terrain. J'étais stressée, bien sûr. Mais dès que j'ai pris la parole, tout s'est aligné. Je parlais sans notes. Je racontais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris au fil des années. Je parlais vrai. Et les gens écoutaient. Vraiment. À la fin, j'ai reçu une ovation. Moi, Claire, l'infirmière, pas faite pour les grandes choses. Ce soir-là, j'ai posté une photo de l'événement. Rien de prétentieux. Juste moi sur scène, avec une phrase simple.
Quand on vous répète pendant des années que vous ne serez jamais assez, il suffit parfois d'un micro pour leur prouver le contraire. Et là, j'ai vu le nom apparaître en bas de l'écran. Léa. Commentaire. Respect. C'était court. Mais venant d'elle, c'était une révolution. Et pourtant, je sentais que ce n'était pas encore tout à fait sincère. Elle voulait comprendre comment j'en étais arrivée là. Elle ne supportait pas l'idée que j'ai réussi sans son modèle à elle, sans sa méthode, sans sa validation. Mais le plus savoureux dans tout ça, c'est qu'elle n'avait encore rien vu, parce que ce que je préparais en secret allait tout changer. Et cette fois, ce n'est pas seulement elle qui allait rester sans voix. C'était tout le cercle médical. J'avais toujours su que j'étais capable de plus. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais cette flamme intérieure, cette conviction que mon rôle, en tant qu'infirmière, ne se limitait pas à appliquer des protocoles. Alors quand j'ai été approchée par un collectif d'experts en santé mentale pour coécrire un livre sur les traumatismes secondaires chez les soignants, j'ai dit oui sans hésiter. Pendant des mois, je travaillais en silence. Entre mes gardes, les épisodes de mon podcast, les interventions, j'écrivais. Parfois tard le soir, parfois tôt le matin, j'y mettais mes tripes. Ce n'était pas juste des statistiques ou des diagnostics, c'était des témoignages, des histoires vécues, celles qu'on n'entend jamais. J'ai même repris des extraits de conversations que j'avais eues avec des collègues, anonymement, bien sûr, pour leur rendre justice. Pendant tout ce temps, Léa continuait de me suivre, silencieusement. Elle commentait parfois, liquait souvent. Et un jour, elle m'a même envoyé un message privé. « Tu penses que ton bouquin pourrait aider des internes en début de parcours ?» J'ai failli rire. Elle ne l'aurait jamais formulé comme « ça avant ». C'était une forme de reconnaissance, déguisée, mais bien réelle. Je lui ai répondu simplement « c'est justement pour eux que je l'écris ». La sortie du livre a été annoncée sur les réseaux 1 mois plus tard. Le titre ? L'envers de la blouse. Ce que vivent vraiment les soignants. Il a été relayé par plusieurs comptes influents, des associations de professionnels, des journalistes spécialisés. En une semaine, on était dans le top des ventes santé. Et c'est là que tout a basculé. Le CHU de Léa a invité notre collectif pour une table ronde. Elle était là, assise au premier rang. Je l'ai vue en entrant dans l'amphithéâtre. Elle ne m'a pas saluée, mais son regard parlait pour elle. Pas de mépris, pas d'ironie. Juste une forme de respect, mêlée à une profonde incompréhension. Comment moi, sa cousine infirmière, j'en étais arrivée là? Quand j'ai pris la parole, je l'ai regardée droit dans les yeux. Pas pour la provoquer. Pour lui faire comprendre que tout ce que j'avais enduré pendant 15 ans m'avait amenée ici. Et surtout, que je n'avais plus besoin d'elle pour me sentir légitime. À la fin, elle m'a tendu la main. Elle ne m'a pas félicitée. Pas encore. Mais dans son geste, il y avait un aveu silencieux. Elle avait compris que j'avais trouvé ma voie sans passer par la sienne. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'un mail inattendu allait tout remettre en question. Et ce qui allait suivre allait toucher Léa bien plus profondément que toutes mes réussites réunies. Quelques jours après la conférence, alors que je savourais enfin une sensation de calme, un mail inattendu est arrivé dans ma boîte. Le pogo. Genre de message qui, dès les premières lignes, vous serre la gorge. C'était une invitation officielle d'un hôpital universitaire en Suisse, l'un des plus réputés en Europe, pour venir former leur personnel soignant à la prévention de l'épuisement professionnel. Ils avaient lu mon livre. Ils avaient écouté mon podcast. Et surtout, ils voulaient que moi, infirmière, j'intervienne devant des médecins, des psychologues et des cadres hospitaliers. Je suis restée figée devant l'écran. Pas parce que je doutais de mes compétences, mais parce que, pour la première fois, je réalisais que mon travail, ma parole, ma vision, dépassaient les frontières. J'ai accepté l'invitation dans l'heure. Et devinez qui m'a appelée le lendemain ? Léa. Elle était nerveuse, pas arrogante, pas condescendante, juste humaine. « Tu pars en Suisse ?» Sa voix tremblait légèrement, comme si elle avait peur de la réponse. J'ai simplement dit « oui ». Et là, silence, pas un mot.
Rien. Puis doucement, elle a lâché. Je suis impressionnée. Je ne l'ai pas rabaissée. Je ne lui ai pas dit « Tu vois ?» Ce n'était pas le moment. Parce que j'avais compris quelque chose. Sa jalousie, sa cruauté, toutes ces années de mépris ne venaient pas de sa supériorité. Elles venaient de sa peur. Peur que je sois, au fond, tout ce qu'elle n'osait pas être. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce séjour en Suisse allait tout changer. Dès mon arrivée, tout était millimétré, conférences, ateliers, interviews. J'étais logée dans un hôtel magnifique, tout frais payé. L'équipe m'a accueillie comme une experte. Et pour la première fois, je me suis sentie à ma juste place. Pas comme l'infirmière en bout de table lors des repas de famille. Pas comme la petite cousine. J'étais la professionnelle qu'on écoutait, qu'on respectait. Pendant l'une des interventions, une question a été posée. Avez-vous déjà été victime de mépris professionnel au sein de votre propre famille ? J'ai souri. Et là, j'ai raconté. Pas pour me venger, mais pour que chacun comprenne que même dans nos cercles les plus proches, la reconnaissance peut manquer, et que c'est justement dans ces espaces qu'on doit apprendre à se tenir debout. Ce moment a été filmé, partagé, relayé. Il est devenu viral sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok même. Et dans ce tourbillon de reconnaissance, Léa a tout vu. Elle m'a appelée, encore. Cette fois, sa voix était différente, brisée. Et ce qu'elle allait m'annoncer allait faire basculer complètement la dynamique entre nous. Parce qu'à cet instant-là, pour la première fois, ce n'était plus moi qu'il fallait sauver, c'était elle. Je me souviens encore du moment exact où Léa m'a appelée pour la 3e fois. Il était presque minuit. Je venais de finir un dîner avec l'équipe médicale suisse, encore portée par l'énergie de la journée, quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran. J'ai hésité. Une partie de moi voulait laisser son appel filer vers la messagerie. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Intuition ? Peut-être. Ou simplement cette petite voix qui me disait « Elle ne t'appelle pas pour rien ». Sa voix était méconnaissable. Plus de vernis, plus de ton supérieur. Juste une femme, fatiguée. J'ai besoin de te parler. J'ai senti une tension dans son souffle, quelque chose de grave. Elle a vidé son sac en quelques phrases. Le burn-out, l'isolement, son divorce en cours, sa santé mentale en chute libre. J'ai toujours cru que si je montrais la moindre faille, je serais faible. Puis elle a ajouté « Et toi, tu étais là, à encaisser, à t'élever, pendant que moi, je me noyais en silence. » Je suis restée muette quelques secondes. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai compris que le rôle s'inversait. Celle qui avait passé 15 ans à se moquer de moi me demandait aujourd'hui de l'aide. Et pas l'aide d'une cousine. L'aide d'une soignante, d'une spécialiste, de moi. Elle voulait venir à l'un de mes ateliers, incognito, sans en parler à personne. Elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle demandait de l'aide. « C'est trop honteux », elle a dit. Je lui ai répondu « Non, c'est courageux ». Quelques jours plus tard, elle est arrivée discrètement à l'hôpital universitaire où je donnais une session fermée réservée aux professionnels en détresse. Elle s'est installée au fond de la salle, lunettes noires, chignon serré, mais je l'ai reconnue tout de suite. Et je vous jure, jamais je ne l'avais vue aussi fragile. Pendant tout l'atelier, elle a écouté, silencieusement. Quand est venu le moment des témoignages, elle a levé la main, une main tremblante. Je suis médecin, et j'ai passé ma carrière à fuir l'idée même de la vulnérabilité. J'ai ridiculisé ma cousine pendant des années, parce qu'au fond, je l'admirais. Elle avait une force que je n'ai jamais eue. Un silence pesant a envahi la salle. Tous les regards se sont tournés vers elle, puis vers moi. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé, ou plutôt, quelque chose s'est libéré. Je n'avais plus besoin de revanche. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que la vérité, c'est que la meilleure réponse à l'arrogance, c'est la lumière tranquille de ceux qu'on a tenté d'éteindre. Et croyez-le ou non, ce jour-là, Léa a pleuré pour la première fois devant moi.
Mais ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Parce que ce qu'elle allait me demander ensuite allait me mettre face à une décision que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre. Quelques jours après son passage à mon atelier, Léa m'a envoyé un message. Court, presque timide. « Est-ce qu'on peut se voir, juste toutes les deux ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais partagée. Une part de moi se disait qu'elle voulait simplement apaiser sa conscience, qu'elle cherchait une forme de pardon sans vraiment changer. Mais une autre part, curieuse, peut-être encore blessée, mais humaine, voulait comprendre. On s'est retrouvés dans un petit café en dehors de la ville. Rien d'ostentatoire, simple, sans blouse blanche, sans statut à défendre. Juste deux femmes avec un passé un peu cabossé. Elle a commandé un thé. Moi, un café noir. Et pendant une longue minute, personne n'a rien dit. Elle triturait la cuillère comme si c'était elle, l'outil qu'elle n'arrivait plus à manier. Puis elle a levé les yeux vers moi et dit « J'ai peur ». Cette phrase, dans sa bouche, sonnait comme un séisme. Léa, la grande, la brillante, la parfaite, ne contrôlait plus rien. Elle a vidé son sac, et moi, je l'écoutais sans l'interrompre. Ses insomnies, sa peur de retourner à l'hôpital, sa sensation d'être inutile, vide, comme si toute sa carrière s'était construite sur une façade. Et surtout, j'ai compris que toute ma méchanceté envers toi, c'était une façon de détourner l'attention de mon propre vide. Elle a fait une pause, puis m'a lancé un regard qui allait tout changer. Est-ce que tu accepterais de devenir ma mentor ? J'ai cru que j'avais mal entendu. Ma mentor ? Moi ? La simple infirmière qu'elle humiliait depuis 15 ans ? Elle me demandait, à moi, de l'aider à reconstruire sa vie professionnelle, à retrouver un sens, une colonne vertébrale. J'ai posé ma tasse. J'ai pris une grande inspiration. Ce moment-là aurait pu être ma revanche. Je l'aurais regardé droit dans les yeux, lui dire non, savourer la douleur dans son regard, lui rendre la monnaie de sa pièce. J'en aurais eu tous les droits. Mais à la place, je l'ai regardé et j'ai souri. Je ne serai pas ta mentor, Léa. Je serai ton allié. Mais on repart à zéro. On réécrit tout. Ensemble. Elle a hoché la tête. Les larmes aux yeux. Et à cet instant précis, quelque chose d'inattendu était né entre nous. Pas une amitié. Pas encore. Mais un respect neuf. Vrai. Gagné à la sueur de l'humilité. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette collaboration allait non seulement bousculer nos vies, mais secouer toute la communauté médicale. Et que dans les mois à venir, je serais invitée à parler dans un endroit où même Léa n'aurait jamais osé rêver mettre les pieds. 6 mois après notre rencontre au café, tout avait changé. Ce qui avait commencé comme une simple alliance entre deux femmes aux cicatrices opposées s'était transformé en un projet puissant. Léa et moi avions cofondé une plateforme dédiée à la réconciliation entre les mondes médicaux. Another, espace où les soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, internes pouvaient enfin se parler, se comprendre et surtout se soutenir. J'avais proposé qu'on appelle ça « humain d'abord ». Léa avait approuvé sans discuter. C'était notre mantra. Et ce qui nous avait surprises, c'était l'écho. Les premiers mois, on avait prévu d'accueillir une centaine d'inscrits. On en a eu 2000. Des témoignages bouleversants ont afflué. Des internes en burn-out, des infirmiers qui se sentaient invisibles, des chefs de service qui regrettaient leur froideur passée. On a organisé des cercles de parole, des ateliers interprofessionnels, et à chaque fois, les mêmes phrases revenaient. Pourquoi n'a-t-on jamais appris à se parler ? Merci de m'avoir fait me sentir utile autrement que par un diplôme. Mais le vrai tremblement de terre est arrivé par un mail. Objet, invitation, conférence TEDx, santé et éthique. Je pensais à une blague, une arnaque. Mais non, c'était bien réel. TEDx voulait que je vienne parler de notre initiative. Moi, pas Léa, pas un professeur en blouse. Moi, l'infirmière, celle qui, pendant des années,
avait été réduite à un rôle d'exécutante, silencieuse. Quand je l'ai annoncé à Léa, elle est restée un moment silencieuse. Puis elle m'a regardée avec un sourire que je n'avais encore jamais vu chez elle. Pas de gêne, pas d'envie, juste de la fierté. Tu le mérites. C'est toi qui m'as appris ce qu'être soignante voulait vraiment dire. La conférence approchait. J'étais nerveuse, bien sûr, mais surtout excitée. Je ne voulais pas me contenter de raconter mon histoire. Je voulais parler pour toutes celles et ceux qu'on n'écoute jamais, qui bossent dans l'ombre, qui tiennent le système à bout de bras pendant que d'autres récoltent les applaudissements. Quand je suis montée sur scène, les projecteurs m'ont presque aveuglée, mais j'ai tenu bon, et j'ai raconté tout, mon métier, mes humiliations, mon silence, mon choix de me taire pendant 15 ans, et ma décision de ne plus jamais laisser personne m'effacer. À la fin, j'ai reçu une standing ovation. Mais le plus marquant, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Une femme m'a attendue à la sortie de scène. Elle s'est présentée comme doyenne d'une grande école de médecine. Et elle m'a lancé, très simplement, « Est-ce que vous accepteriez d'intervenir ?» Dans nos cours, je pense que nos étudiants ont besoin de comprendre ce que vous incarnez. Et là, j'ai compris que mon histoire n'était plus seulement personnelle. Elle était devenue universelle. Et que parfois, ceux qu'on pensait, petits sont ceux qui finissent par faire trembler les fondations. Quelques mois après ma conférence TEDx, la vidéo avait explosé sur les réseaux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Des messages arrivaient de partout, de toute la francophonie. Des étudiants en soins infirmiers qui me disaient « Merci de nous avoir donné une voix ». Des médecins qui avouaient, parfois timidement, « J'ai eu tort de penser qu'une infirmière ne pouvait pas avoir une vision globale du soin. » Mais rien, vraiment rien, ne m'avait préparé. À ce message-là, c'était un simple mail, envoyé depuis une adresse que je connaissais trop bien, Élodie B, alias Dr Élodie, ma chère cousine arrogante, celle qui, pendant 15 ans, avait fait de chaque repas de famille une tribune pour m'écraser. Celle qui m'avait un jour soufflé, en me fixant de haut, « Laisse les grandes responsabilités au vrai cerveau, tu veux ?» Je me suis figée. Mon cœur battait trop vite. J'ai hésité à cliquer. Et puis j'ai respiré un bon coup. « Salut. Je viens de regarder ta conférence. Je dois t'avouer quelque chose. J'ai été une idiote. J'ai été condescendante, méprisante et totalement aveugle. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait mal de l'écrire. Mais tu avais raison. Depuis le début. Tu n'as jamais eu besoin de mon approbation. Et moi, j'aurais dû me taire. Je n'ai pas su comment réagir. Est-ce que je devais être contente, en colère, méfiante? Et puis elle m'a appelée, en visio. C'était la première fois qu'on se voyait face à face, sans que l'une de nous deux soit sur la défensive. Elle avait l'air fatiguée, plus humaine. Elle m'a regardée, et elle a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre un jour sortir de sa bouche. « Est-ce que tu accepterais de collaborer avec moi ?» J'ai cru à une blague. Mais non, elle était sérieuse. Elle voulait que je coanime une conférence médicale à Paris, devant des professionnels, sur la complémentarité entre médecins et infirmiers. Son idée, pas la mienne. Et elle voulait que je prenne la parole en premier. Ce n'était pas juste un mea culpa. C'était une reconnaissance officielle, publique, d'une femme qui avait passé des années à me rabaisser. J'ai accepté. Pas pour elle, pour moi, pour toutes celles qui se sont tues, qui ont baissé les yeux, qui ont encaissé sans jamais répondre, parce qu'on leur avait appris qu'il valait mieux ne rien dire, qu'il fallait respecter la hiérarchie, que la discrétion était une qualité, surtout quand on est juste une infirmière. Je ne suis plus cette femme-là. Et voir Élodie, cette fois, assise à ma droite, hocher la tête pendant que je parlais, c'était irréel. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas le regard des autres. C'était le sien. Elle m'écoutait vraiment. Pas pour contredire. Pas pour analyser. Elle écoutait pour comprendre. Et pour la première fois, j'ai senti qu'on n'était plus dans une rivalité familiale. On était deux femmes de santé, unies pour réparer un monde qui nous avait longtemps dressés l'une contre l'autre.
L'ATCH, conférence à Paris, avait été un tournant. Les retours, incroyables. Des standing ovations, des centaines de messages de soignants qui nous disaient à quel point ils se sentaient, enfin, représentés. Et moi, je ne marchais plus. Je flottais. Pour la première fois, je n'étais plus juste une infirmière. J'étais une voix, une impulsion, un symbole. Mais le plus fou, c'est que ce n'était que le début. Un matin, alors que je buvais mon café en robe de chambre, un mail a surgi dans ma boîte pro. L'adresse semblait trop officielle. Je clique. Mon cœur fait un bond. Madame B, nous serions honorés de vous inviter à l'Élysée pour une table ronde sur l'avenir des professions paramédicales. L'Élysée. Je croyais que c'était une erreur. Moi, avec mon badge d'infirmière à demi effacé, mes souvenirs de nuits blanches à courir entre les urgences et la réa. Et pourtant, c'était bien réel. J'ai relu le mail 10 fois, puis je me suis mise à pleurer, sans prévenir. J'avais passé toute ma vie à prouver que j'étais légitime, à me battre contre les jugements, les plafonds invisibles, les phrases qu'on glisse en souriant mais qui vous poignardent. Et là, sans que je le demande, sans que je supplie, on me tendait la main. Pas pour me faire un cadeau, mais parce que ma parole comptait. Vraiment. Le jour J, je suis entrée dans ce lieu historique, les jambes un peu tremblantes, mais la tête haute. Une assistante m'a conduite dans une salle majestueuse. Tout autour de moi, des experts, des ministres, des représentants des grandes institutions. Et moi, au milieu, avec ma voix et mes valeurs. Quand on m'a donné la parole, j'ai pensé à toutes les fois où on m'avait coupé, toutes les fois où on m'avait dit « Ce n'est pas ton rôle ». Là, c'était mon rôle. Je n'avais plus besoin de permission. Je n'avais plus besoin de prouver. J'ai parlé avec le cœur. Pas avec des chiffres, pas avec des termes techniques. J'ai raconté le quotidien. Les doutes, les patients, les regards échangés dans les couloirs à 3 heures du matin. Et j'ai vu dans leurs yeux que ça résonnait, pas seulement comme une belle histoire, mais comme une vérité qu'ils avaient oubliée. Quand je suis sortie, un conseiller est venu me voir. Il m'a dit « Vous venez de changer la manière dont certains d'ici regardent les infirmiers. » Je ne voulais pas y croire, mais au fond, je savais que c'était vrai. Et ce soir-là, de retour chez moi, j'ai reçu un message d'une jeune fille en école d'infirmière. Merci. Grâce à vous, j'ai arrêté d'avoir honte de rêver grand. Je me suis assise, j'ai souri. Ce n'était plus une revanche. C'était une mission. Et cette mission, je n'étais plus seule à la porter. J'étais devenue le reflet d'un mouvement plus grand. Un mouvement qu'on n'arrêterait plus.